Cher Raïm, un grand merci de nous accorder cet Plaisir. entretien. Il vient d'y avoir une nouvelle publication aux éditions Gallimard, une série d'ouvrages, Ma vie avec. Et voici que est édité, publié, mis à disposition un livre tout à fait passionnant, Ma vie avec Edmond Flegg. Alors, première question, pourquoi ce livre? Parce que je pense qu'il y a des auteurs qui nous façonnent par leur questionnement, par leur fulgurance. Ma vie avec Apollinaire, j'aurais adoré l'écrire, c'était le premier de la série. C'est François Sureau, le concepteur de la série, qui l'a rédigé de manière tellement lumineuse. Après, il y a eu Ma vie avec Courbet, Ma vie avec Nerval. Et François Sureau m'a proposé d'écrire Ma vie avec Flegg, parce qu'un jour on m'a parlé de Flegg, et que Flegg, c'est le chantre de l'espérance. C'est d'ailleurs étonnant. Nerval, c'est le prophète de la mélancolie, une sorte de spleen. Et pour lui répondre, il fallait un porteur d'espérance. Et Flegg, je crois, est ce grand porteur de l'espérance, grand par son engagement dans la société. Il a été de tous les combats du XXe siècle, y compris ceux avant le XXe siècle, puisque là, il est en Suisse en 1874, il est en France, il s'engage Normal Sup dans les combats pour la réhabilitation de Dreyfus. C'est un Dreyfusard, c'est là où il rencontre Peggy. Il va être façonné par Peggy, puisque c'est dans le cahier de la quinzaine qu'il va découvrir Israël Zangwill, qui va lui permettre, malgré sa proximité à un moment étonnante avec l'Action française, qui va lui permettre de se découvrir. Moi, j'estime que son cheminement spirituel est assez proche de celui d'Abraham. Abraham, c'est par son intellect qu'elle arrive à Dieu. Vous connaissez la fameuse histoire du Midrash, où il dit, Abraham s'est dit, c'est le soleil qui dirige la terre, il illumine tout. Puis il a vu la nuit, il y avait la lune, et puis il a vu le jour que les nuages pouvaient cacher et la lune et le soleil. C'est les nuages, mais il a vu que le vent pouvait chasser les nuages, il a vu le souffle, et ainsi de suite. Il est arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui pilotait tout ça. Et ce quelque chose, c'est Dieu. Flegg arrive par sa réflexion, je dirais, à redécouvrir ses racines juives, et pas que des racines culturelles, mais des racines y compris cultuelles, avec un retour au texte. Il va traduire des textes, et il va continuer ses combats. Il va s'engager, je vous l'ai dit, il est en Suisse, donc il est étranger, il va s'engager dans la Légion étrangère pendant la Première Guerre mondiale. Il va ensuite contribuer à redressement des esprits après la Seconde Guerre mondiale. Il va être l'un des initiateurs du dialogue interreligieux avec Jules Isaac, évidemment. Vraiment l'un des initiateurs. Les amitiés judéo-chrétiennes sont portées par lui aussi. Il va être président des éclaireurs israéliens de France. Il va être le premier invitant, c'est lui qui va inviter le premier colloque des intellectuels juifs de France. Il va tout reconstruire, et dans le judaïsme et dans la France. Voilà pourquoi moi je pense que c'est un des grands penseurs du XXe siècle. Après, il y a une rencontre personnelle par nature dans cette collection, mais je crois que son texte Pourquoi je suis juif pourrait fonctionner avec Pourquoi je suis chrétien ou Pourquoi je suis un citoyen engagé. C'est au fond, se poser la question, c'est déjà commencer à y répondre. Et s'agissant de ce livre majeur, une centaine de pages, qu'est-ce que tu pourrais en dire afin de le conseiller en lecture? Je crois qu'il parle de nous. Ce livre parle de nous, de nos interrogations, de nos espérances. Et malgré tout ce qu'il a pu subir, il a subi des choses. Son premier grand ouvrage en 1927, Pourquoi je suis juif, il le dédie à mon petit-fils qui n'est pas encore né. En fait, il a 2 enfants, 2 garçons. Le premier va mourir pour la France dans le combat de 40. Le deuxième va se suicider parce que la commission de réforme le refuse qu'il rentre à l'armée. Et pour lui, c'est une honte de ne pas pouvoir se battre pour la France, il se suicide. Sa belle-fille qui était enceinte perd le bébé, donc il n'a jamais eu de petits-enfants. Et pourtant, il continue à espérer. Donc je pense que quand nous, on est confronté à des soucis, des problèmes, des oppositions, et qu'on désespère de tout, lui, il nous montre que
l'espérance n'a rien à voir avec la situation qu'on vit. Au contraire, je reprendrai ce que dit Tristan Bernard quand, avec sa famille, ils sont arrêtés par la milice. Jusqu'à maintenant, nous vivions dans la peur. Maintenant, nous allons vivre dans l'espérance. Donc on voit bien que l'espérance façonne une façon de voir le monde. Et dans ton livre, tu évoques la dimension universaliste. Et ça, c'est un passage très, très intéressant. Parce que il a fait plusieurs livres, mais celui qui m'a le plus bouleversé, c'est un livre qui s'appelle l'Anthologie juive. En fait, il développe que depuis la Bible, les prophètes, les psaumes, jusqu'aux textes les plus contemporains, il a toujours à la fois cette espérance et ce côté universel. La Torah, la Bible, les prophètes, les psaumes. Mais les penseurs juifs, Hasdai Ben Pakuda, Rabbi Nachman de Warsav, ne parlent pas seulement aux juifs, ils parlent à l'universel. Et lui se situe dans un dialogue avec l'universel. Donc c'est un judaïsme absolument ouvert sur le monde qu'il porte. Et en fait, c'est le judaïsme français, ce que j'appelle le franco-judaïsme. Ce franco-judaïsme, celui qui était aussi celui de Kaplan, ne s'enferme pas dans un monde étroit dans lequel on aurait peu de rapport avec l'extérieur, mais ne se nourrit que de ses relations avec l'extérieur pour pouvoir redécouvrir à la fois qui nous sommes, qu'est-ce que disent les textes. Parce que si Dieu s'adressait uniquement aux Hébreux, ça ne marcherait pas. Il y a un très beau verset d'Isaïe qui dit Ki mitzion, je le dis en hébreu parce que je le traduirai ensuite. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. C'est redondant, parce que Sion, c'est Jérusalem. Ki mitzion tetze Torah, oui, la Torah pour les Juifs, elle sort de Sion. Mais la parole de Dieu, qui elle est universelle pour tout le monde, elle sortira de Jérusalem. C'est bien que tous les croyants et tous ceux qui espèrent en Dieu et en l'homme ont un lien avec Jérusalem et qu'une parole peut leur être adressée. Et Fleck, d'une certaine manière, est le prophète qui diffuse cette parole à l'extérieur. Alors Edmond Fleck est un intellectuel, un grand universitaire, renvoie les uns et les autres vers l'étude de la Torah. Ouais. Et en quoi, justement, la personnalité d'Edmond Fleck, son œuvre, va contribuer à une sorte de renouveau. Parce qu'il va d'abord traduire lui-même des textes, il va sortir les textes hébraïques, y compris la Bible, d'un petit monde qui vivait en autarcie. Il va considérer que dans l'anthologie, par exemple, parler de judaïsme sans parler de la Torah, c'est plus parler de judaïsme. Alors qu'on pourrait considérer qu'après tout, il y a d'autres façons d'exprimer le judaïsme. Je trouve que, moi, je vis ça parce que j'essaye de montrer que dans la Bible, y compris dans les commentaires, par exemple, de Rashi, ce commentateur célèbre du Moyen-Âge, et de la Bible et du Talmud, il y a quelque chose de profondément français, c'est-à-dire profondément universel. Ben lui, il va lancer ce mouvement, je dirais, de mise en conformité avec le monde moderne de la Torah. Oui, la Torah, certes ancienne, parle des invariants de l'humain, donc elle s'adresse à chacune d'entre nous, pour son époque et pour notre époque aujourd'hui. Donc, lire Fleck aujourd'hui, c'est être poussé avec lui à aller chercher dans la Bible, mais partout, dans tous les textes, comment on peut parler de nous. Parce que, honnêtement, si la Torah, ce n'était que l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, bon, voilà, on est concerné parce qu'on les aime bien, mais au-delà de ça, mon maître, le grand Machouna, disait, si le moindre verset de la Bible, tu n'arrives pas à en tirer un enseignement pour toi, relis-le, c'est que tu l'as mal étudié. Donc j'aime cette vision qui présente la Bible comme un corpus de réflexion générale sur les invariants humains qui, eux, n'ont jamais changé. La haine, la peur, le doute, l'espérance, le rire, la joie, le partage, la construction de liens, la réparation du monde. Tikkun olam, la réparation du monde. Au fond, quand Avram négocie avec Dieu pied à pied pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe, c'est nous. On ne doit pas considérer que les méchants qui disparaissent, on n'en parle plus. Comment on peut les sauver? Comment on peut rattraper quelque chose de leur humanité toujours présente? Avram ne dit pas, c'est un super bonhomme, il a négocié. C'est toi, essaye de négocier. Moi. Et on est tenté toujours de dire, ce sont des méchants. C'est la femme d'Aram Brour et la femme de Rabbi Meir dans le Talmud
qui lui traduit un psaume qui dit Tamu Chataim Minaret Urshaim Odenam, que les méchants disparaissent de la terre et puis il n'y aura plus de méchants. Elle lui dit c'est pas marqué que les méchants disparaissent, que le mal disparaisse et il n'y aura plus de méchants. Par nature, si les méchants ne font plus mal, ils ne sont plus méchants, mais sans qu'ils disparaissent. Simplement, ils ont changé leur façon de voir le monde et d'agir dans le monde. Donc en fait, on peut toujours lire la Bible de manière très contemporaine. C'est ce que Flegg réapprend à faire. Et le colloque des intellectuels juifs de France, c'est ça. Donc on est en 57, il fait venir d'immenses intellectuels, Alperin, Manitou, enfin, Romain Ashkenazi, tous les grands penseurs de l'époque. Et c'est un mouvement d'ailleurs assez extraordinaire qui a commencé au Chambon-sur-Lignon, j'ai jamais oublié ça, avec par exemple Georges Lévite et d'autres, qui ont créé ce qu'on appelait l'école des prophètes. Donc au plein milieu de la guerre, ils ont déjà pensé à l'après. Un peu comme le CNR, le Conseil national de la résistance, va penser à la France d'après. Et le CRIF. Le CRIF, il est créé en 1943 à Lyon. C'était plutôt pour distinguer l'action qu'il fallait mener avec Vichy pour essayer de défendre ce qu'il y avait à sauver en termes de culte, ce que le consistoire faisait. Et le CRIF avait une vision plus politique. En fait, on a séparé les deux pour être autonomes, pas polluer l'un par l'autre. Le CRIF, oui, est fondé par le consistoire central, comme d'ailleurs le CASIP que j'adore, la partie sociale de la communauté juive, est un spin-off, on dirait en termes économiques, du consistoire il y a 200 ans. Dans ton livre, tu évoques ce moment extrêmement émouvant d'une contribution à, comment dire, un collectif, et c'est en fait sa dernière interview. C'est une histoire incroyable. Je fais un coda, un codicile, à la fin du livre. En fait, j'ai toujours du mal à lâcher le bon à tirer sur un livre. Et donc l'éditeur me demandait le bon à tirer. Je lui ai dit attendez, il faut que j'aille voir un quai aux Fleurs. Il habitait un quai aux Fleurs. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'il habitait un quai aux Fleurs et au-dessus de chez lui, dans le même immeuble, il y avait Yankelevitch. Celui qui a dit il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de philosophie après Auschwitz. Et celui qui a dit malgré tout, on espère. Puis un jour, un ami m'appelle, un docteur, il m'appelle et il me dit écoute, j'ai appris par hasard chez Gallimard que tu faisais un livre sur Flegg. Il se trouve que pour aller de chez moi à mon cabinet, je passe par le 1 quai aux Fleurs. Et ce matin, il y avait posé sur le parapet, devant chez Flegg, mais vraiment posé sur le parapet, un livre. Je regarde, c'est un livre d'un monsieur Lost, journaliste, qui en 1955 demande aux intellectuels de l'époque, Malraux, Mauroy, Mauriac, Flegg. Claudel. Claudel. Oui, Claudel. Que tu cites. Exactement, Claudel aussi. Et il demande aux journalistes, il vous reste 15 minutes à vivre, à quoi pensez-vous? Et il m'envoie les 3 pages de Flegg. Je trouve là-dedans tout ce que j'avais intuitivement compris de lui dans ses œuvres. Et notamment cette phrase formidable, j'espère l'espérance. Vous vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Et moi, je venais de sortir d'un livre que j'ai appelé Comme l'espérance est violente, reprenant un vers d'Apollinaire. Je me dis, c'est incroyable, j'espère l'espérance. Et tout ce que j'ai dit se trouve vérifié dans ces derniers mots, parce que le livre date de 55, il meurt en 63, mais il se projette dans une fin de vie. Et peut-être que ces paroles-là de Flegg, qui sont littéralement prophétiques, nous expliquent ce qu'est sa position dans l'échiquier de la pensée française. Je vous ai parlé de Nerval tout à l'heure. Tu connais Nerval? Nerval dit la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Objectivement, je vois les choses, c'est clair, c'est net. Prenons Nerval, qui commente la sortie d'Égypte. Les Hébreux sortent d'Égypte, ils sont devant la mer Rouge, infranchissables. 600 chars égyptiens arrivent derrière eux, c'est fini. Nerval vous dit, c'est fini. J'ai une mélancolie, un spleen, une sorte de burn-out, parce que je vois le monde tel que les chiffres et la raison me l'expliquent, ils sont foutus. Flegg, lui, dirait non. On n'a pas encore vu. On est un peuple qui descend d'Abraham. Abraham aussi, des données mélancoliques qui permettent de voir le monde tel qu'il est, lui faisait comprendre qu'à 99 ans, il n'aurait pas d'enfant, avec sa femme qui avait 89 ans, pas d'enfant. Et pourtant, Dieu leur dit, c'est pas comme ça que je vois le monde avec vous et pour vous.
soyez capable d'espérer malgré tout, d'espérer l'espérance, et Avram et Sarah vont avoir un enfant. Et les Hébreux vont sortir de la mer Rouge. La mer va s'ouvrir, donc quelque chose d'extraordinaire se passe. Mais si vous ne l'avez pas comme espérance, vous n'y allez pas. J'ai toujours considéré que ce miracle le plus grand de la Bible est un miracle parce que les Hébreux sont devant. Parce que si les Hébreux, défaits de voir que c'est fini, font demi-tour et s'en vont, la mer a beau s'ouvrir, il n'y a personne devant. Donc en fait, il faut l'espérance des hommes pour rencontrer la capacité de Dieu à changer notre destin. Et c'est ce que dit Flegg. Flegg, c'est la réponse réelle à Nerval. Oui, le monde est géré par des données brutes qu'il ne faut pas ignorer. Hein. C'est débile d'ignorer le monde. Mais si on n'instille pas l'espérance dans la mélancolie du monde, alors autant fermer une boutique. Dernière question, tu as évoqué tout à l'heure l'actualité d'Edmond Flegg. Pour la jeune génération, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour aborder Edmond Flegg et s'imprégner de sa pensée? D'abord, dans Pourquoi je suis juif, un poème qu'on trouve sur Internet, hein, Pourquoi je suis juif, vous avez la page 13 de mon livre. Formidable. Et puis, l'extraordinaire actualité, si tu veux bien ouvrir le livre, par exemple, page, tu l'as, 129. Voilà, regarde page 128. Ah, magnifique. Page 128. Donc, dans l'anthologie du judaïsme, il cite cette lettre incroyable de Pierre Masse. Pierre Masse s'adresse à Pétain en lui disant: dois-je retirer sa décoration à mon neveu mort? Tac. Dois-je retirer sa décoration? Dois-je retirer la décoration à mon fils blessé? Puis-je espérer conserver la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père? Voilà. Et je note que Flegg fait une erreur. Il marque Pierre Masse, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Et il se trompe. Il se trompe parce que Pierre Masse, qui était sénateur, grand avocat, vice-président du Sénat, ministre à un moment, Pierre Masse n'a jamais été bâtonnier. Et regarde, à la page 129, quelle année, pour la première fois, un bâtonnier juif est élu à l'ordre des avocats de Paris? 2024. Voilà. L'actualité de Flegg, c'est ça. C'est que 2024, il y a un bâtonnier qui est clairement juif, Pierre Hoffman, son père s'appelait Serge Hoffman, j'ai été bouleversé par sa remise de décoration, où le bâtonnier qui lui remet sa décoration dit: si vous aviez pu parler, vous auriez expliqué combien vous êtes touché que la République accroche sur votre poitrine une décoration à l'endroit précis où Vichy vous avait mis étoile jaune. Donc, il y a une actualité évidente de ce que dit Flegg, parce que il y a encore aujourd'hui des combats à mener, et des combats à mener ensemble, avec le monde chrétien, avec l'ensemble de la société évidemment. Donc Flegg, quand j'ai parlé de chantre des amitiés judéo-chrétiennes, comprend que le combat pour l'humanité, on ne peut pas le mener seul. Et c'est dangereux de le mener seul. Parce que si on mène un combat seul, c'est qu'on estime que les autres ne peuvent pas comprendre. Or, ce lien à la Bible, ce lien à l'écriture, ce lien à l'espérance est un lien qui est un lien partagé. Donc moi, je dirais aux jeunes, lisez juste Pourquoi je suis juif. Regardez en filigrane cette anthologie incroyable du judaïsme qu'il a publiée, qui a été rééditée à plusieurs reprises. Vous verrez à quel point ce Flegg, Edmond Flegg, est d'une immense actualité. Il propose, je crois, ce dont la société a le plus besoin aujourd'hui, une espérance. Alors l'espérance, c'est un mot que vous avez vous dans le monde chrétien, que nous avons nous dans le monde de la foi juive. Mais je pense qu'il faut réenchanter ce concept d'espérance dans la société, largement, parce que je crois que la République incarne cette espérance. Merci beaucoup, Reine. Merci. Un plaisir.